Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture puisque j'ai terminé 3 lectures. Il est donc temps de faire le point avec vous sur ces lectures, ce que j'en ai pensé, est-ce que je les ai appréciées ou non. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler du premier livre, petit flash info assez rapide. Maintenant, il n'y aura plus de vidéos update saga sur la chaîne, ce sera simplement des vidéos update lecture. Je vais plus distinguer mes avancées saga de mes lectures one shot. Après, c'est sûr, quand je vous parlerai d'une saga, je vais peut-être pas m'étendre 50 ans sur le sujet, notamment au niveau du résumé, parce que bien sûr j'aurais peur de vous spoiler, mais ça va être beaucoup plus simple comme ça, parce qu'il y a des périodes comme en ce moment où soit j'avance pas beaucoup dans mes sagas, ou alors j'alterne avec des one shots. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies, et je me suis rendu compte que du coup il fallait que j'attende d'avoir terminé 3 suites de sagas pour vous en parler. Au moment où je vous tournais la vidéo, parfois il y a un des livres que je vous présentais, ça fait 2-3 mois que je l'avais lu, donc si en plus de ça c'est pas quelque chose qui m'a énormément marqué, bah, c'est plus difficile d'en parler. J'aime bien vous tourner les updates lecture tant que c'est encore assez chaud, tant que c'est encore assez frais dans mon esprit. Je me souviens encore des passages qui m'ont marqué, je me souviens encore des sensations de lecture. C'est beaucoup plus sympa de vous parler des livres comme ça qu'en essayant de me souvenir vaguement de l'histoire. Donc on va faire au plus simple. 3 livres lus à partir du moment où bien sûr ce n'est pas bande dessinée, manga, album, des livres qui ont des illustrations, enfin bref, à partir du moment où c'est quelque chose avec simplement du texte, je vous retrouve dans un update lecture à partir du moment où j'en ai terminé 3, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc je vais vous parler de tout ça, on ferme tout de suite cette parenthèse et on commence avec le premier livre. Et si je vous ai fait ce petit flash info, c'est à cause de ce premier livre puisqu'on commence avec une suite de saga. Ce livre c'est Le Rossignol de Val Jalbert de Marie-Bernadette Dupuis, paru aux éditions France Loisirs. Ce livre c'est le 2e tome de la saga Val Jalbert. Le premier tome c'était L'Orpheline des Neiges ou L'Enfant des Neiges, il me semble qu'il est paru sous les 2 titres. Je ne sais pas l'autre maison d'édition, mais c'est sûr et certain qu'il est paru aux éditions France Loisirs puisque j'avais aussi lu le premier tome aux éditions France Loisirs et j'avais énormément aimé ce premier tome qui était vraiment un voyage, une immersion à la fois dans le temps puisqu'on était au début du XXe siècle, mais surtout un voyage en plein cœur du Québec, la neige, le froid, c'était juste génial. L'histoire se passe, comme vous vous en doutez sûrement, à Val Jalbert qui est un tout petit village industriel au Québec, un village qui vit notamment et surtout grâce à sa pulperie, donc une usine qui fabrique du papier. Au début du premier tome, comme je vous disais, on commence au début du XXe siècle, donc bien évidemment il va y avoir la Première Guerre mondiale, et bien que cette guerre n'ait pas eu lieu vraiment sur le territoire du Québec, ça demandait beaucoup plus d'impression de journaux, il y avait beaucoup plus de nouvelles à partager, donc la pulperie marchait à fond les ballons, et on suit la vie dans ce petit village. On va surtout suivre la vie d'un personnage, ce personnage c'est Marie-Hermine, qui va être surnommée Hermine. On la découvre au début du premier tome, c'est encore un tout petit bébé emmailloté dans une fourrure d'hermine avec juste un petit mot. C'est notre enfant, elle s'appelle Marie-Hermine, on reviendra la chercher au plus rapidement dès qu'on pourra. C'est en fait ses parents qui ont mis ce petit mot, qui ont emmailloté leur fille et qui l'ont abandonnée devant les portes du couvent-école. Les religieuses qui tiennent ce couvent-école vont donc prendre l'enfant un petit peu sous leur aile. On va attendre quelques années, bon, pas de nouvelles des parents. Elles vont s'occuper de cet enfant, notamment de son éducation, et très rapidement on se rend compte que cette petite fille a un don incroyable. Elle a une voix d'or et c'est comme ça qu'elle va se retrouver surnommée Le Rossignol de Val Jalbert, d'où le titre de ce 2e tome. Je vous en dis pas plus, c'est une saga qui va mêler un petit peu de romance avec de l'historique puisque bien sûr on va vivre aux côtés d'Hermine les grands événements de l'histoire du point de vue québécois un petit peu, et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Les personnages j'avais adoré, j'avais surtout adoré, comme je vous dis, l'ambiance, les descriptions du Québec, ça donnait juste envie d'aller prendre un billet d'avion et d'y aller. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du 2e tome? J'ai bien aimé retrouver les personnages, j'ai bien aimé retrouver cette ambiance petit village bien sûr, des descriptions toujours aussi sublimes du Québec. En plus de ça, l'autrice va essayer par moments d'écrire les mots de manière à ce que quand on les lise, on ait l'impression d'entendre l'accent québécois. Je sais pas si j'arrive vraiment à faire comprendre ce que j'ai envie de dire, et puis il y a beaucoup d'expressions québécoises aussi, donc c'est vraiment un voyage aussi dans la langue, c'est juste génial. Au niveau de l'histoire, on a encore une fois beaucoup d'émotions, des passages qui m'auront fait rire, qui m'auront fait sourire, des passages pleins de tendresse, mais aussi des passages peut-être un petit peu plus violents, des passages qui m'auront serré la gorge, des passages qui m'auront aussi mis les larmes aux yeux à plusieurs reprises. On a
quelques révélations, mais là c'est un petit peu le petit bémol que j'ai sur ce deuxième tome. Un deuxième tome finalement duquel je ressors assez mitigée, bien que bien sûr je vais continuer la saga avec grand plaisir, parce que bien sûr je me suis tellement attachée au personnage, je me suis tellement attachée à ce petit village que j'ai juste envie de continuer la saga qui comporte 6 tomes qui sont de vraies petites briques, mais j'ai déjà emprunté le 3e tome, et j'espère cette fois-ci ne pas attendre un an avant de me plonger dedans. Mais comme je vous disais, j'étais un petit peu déçue par les révélations. Même si c'est bien sûr des révélations incroyables, là qui m'ont vraiment laissé sur les fesses, j'étais totalement surprise, j'ai trouvé ça génial. Et finalement je me dis que si j'avais lu le tome 2 directement à la suite du tome 1, j'aurais peut-être prévu certaines petites choses, puisque Marie-Bernadette Dupuis va utiliser des ficelles, elle a peut-être déjà utilisé par le passé, notamment une ou même 2 fois dans le premier tome. Ça peut passer pour une fois, d'accord. 2 fois, ça commence à tiquer un petit peu. 3 fois, je me dis, allez, là, on perd complètement en crédibilité. Pour moi, c'est pas possible que autant de hasards, des hasards aussi incroyables, arrivent quand même autant de fois dans la vie d'une même personne. Ça fait un petit peu gros. En plus de ça, les personnages, bien que comme je vous le disais, j'étais très contente de les retrouver, je me suis beaucoup attachée à eux, je les aime tous beaucoup. Ils m'ont tous agacée, chacun leur tour, bien sûr pas tous en même temps, mais par des comportements, par des propos, par des réactions. Je veux bien remettre les choses dans leur contexte, d'accord, on est au début du XXe siècle, mais parfois c'était complètement poussé à l'extrême. Je pense notamment à Marie-Hermine, en plus de ça, qui était une girouette pas possible. Un coup elle souffle chaud, un coup elle souffle froid, un coup c'est oui, un coup c'est non, savait plus à quoi s'en tenir. Sans parler d'autres personnages, je ne dis rien pour ne pas vous spoiler que j'avais envie de secouer à plusieurs reprises, donc ça m'a procuré aussi des émotions à ce niveau-là, des émotions pas franchement tip top, ça m'a agacée, ça m'a énervée, donc j'espère que les personnages vont se reprendre un petit peu. 3e tome. Il y a aussi une autre petite chose que je voudrais dire sur la saga dans son ensemble. Personnellement, c'est une chose qui ne me dérange absolument pas, mais je sais que certaines personnes ne sont pas forcément fans. Il y a des passages qui sont bien mielleux, bien mièvre, je devrais dire. Mais la dernière petite chose qui m'a vraiment dérangée dans ce 2e tome, ça va être les coquilles. Il y a des moments où il y avait des pronoms, des petites choses qui allaient pas du tout, mon maman ou des choses comme ça. Ça m'embête toujours un petit peu ce genre de choses parce que je me dis qu'un livre il est lu, il est relu avant d'être publié, donc ça ne devrait pas passer. Et surtout, les virgules, je n'ai absolument pas compris. Au début, j'ai cru que c'était mon livre qui avait un problème d'impression. Mais finalement, pas du tout, parce que ça arrive quand même assez souvent. On a des virgules en plein milieu de phrases ou à des endroits qui coupent vraiment l'élan, qui coupent vraiment la lecture, et c'est assez dérangeant. Les points négatifs, vous vous dites peut-être, bon finalement elle a pas du tout aimé cette lecture, mais j'ai quand même passé un super moment. C'est toujours une lecture qui fait plaisir, c'est toujours une lecture qui fonctionne, malgré, comme je vous disais, tous les petits défauts, tous les petits trucs que je peux avoir à redire dessus, bah je lirai le tome 3 avec grand plaisir. J'ai hâte de retrouver les personnages, de savoir ce qui va leur arriver. Et même si le côté historique est vraiment très léger, bah quand il arrive, quand on parle de grands événements de l'histoire, ça me fait toujours super plaisir. Donc une saga qui me plaît toujours autant. On passe maintenant au 2e livre que j'ai terminé dans un genre complètement différent cette fois-ci. C'est un one-shot, un livre dont vous avez sûrement entendu parler parce que je pense qu'il a été assez difficile de passer à côté. Il a eu beaucoup de succès dans les pays anglophones, il a eu beaucoup de succès ensuite en France quand il a été édité en français. En plus de ça, il sort mercredi prochain, je crois, le 23 janvier au cinéma. Donc là, en ce moment, c'est très difficile de passer à côté. Ce livre, c'est donc The Hate You Give de Angie Thomas, que j'ai personnellement lu en VO et je suis super contente d'avoir fait cette lecture, qui est ma première lecture en anglais de l'année d'ailleurs. Je trouve que ça apportait vraiment quelque chose en plus à la lecture, mais si vous lisez pas en anglais, il est paru en français aux éditions Nathan. Je vous lis sans plus tarder la 4e de couverture et je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Star a 16 ans, elle est noire et vit dans un quartier difficile rythmé par les guerres entre gangs, la drogue et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux vies, ces deux mondes. Mais tout vole en éclats le soir où son amie d'enfance Khalil est tuée. Sous ses yeux, de 3 balles dans le dos. Par un policier trop nerveux, Star est la seule témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, tandis que les gangs font pression sur elle pour qu'elle se taise, Star va apprendre à surmonter son deuil et sa colère et à redresser la tête. On va aller tout de suite droit au but. Je pense que ce livre est mon premier coup de cœur de l'année 2019. C'est un livre vraiment super important, un livre qui traite d'un sujet primordial, un livre qui traite d'un sujet dont il faut parler, un livre qui parle du racisme et notamment de la condition des personnes afro-américaines encore aujourd'hui, de nos jours,
aux États-Unis, de choses horribles, injustes, abominables qui ne devraient bien évidemment pas arriver. Ce livre s'est inspiré du mouvement Black Lives Matter et je trouve que c'est un livre qu'il faut lire, c'est un livre qu'il faut découvrir, qu'il faut faire découvrir. Ce livre, c'est un porte-parole et il est vraiment très fort, il est vraiment très puissant. Mais pour moi, c'est pas seulement un livre sur ce sujet-là, c'est aussi un livre sur tellement d'autres choses. C'est un livre sur l'amour, c'est un livre sur l'amitié, c'est un livre sur la famille, c'est un livre sur les gangs, sur la drogue. Vraiment, c'est un livre qui traite de beaucoup de sujets, mais aucun de ces sujets n'est survolé. Ils sont tous assez bien traités, je trouve. Bien sûr, il y en a qui sont plus approfondis que d'autres, et aucun n'est juste laissé en surface, et j'ai trouvé ça super bien. Pour en venir aux personnages, ils étaient terriblement attachants. Ce que j'ai le plus aimé, c'est les liens entre eux, des liens qui sont vraiment très forts, que ce soit des liens familiaux, des liens amicaux, des liens amoureux, parfois même des liens peut-être un petit peu plus professionnels. C'est vraiment des personnages que j'avais pas envie de quitter, j'avais pas envie de tourner la dernière page. J'ai vécu tellement de choses avec eux, tellement d'émotions. Ce livre, ça a été des vraies montagnes russes, ça a été des moments où bien sûr j'avais la gorge complètement serrée, j'avais un nœud dans le ventre, j'avais les larmes qui sont montées aux yeux, un livre qui m'a mis en colère aussi. Mais au vu des thèmes dont je vous ai parlé, au vu de l'histoire, on pourrait se dire bon bah c'est un livre quand même assez plombant, mais non, il y a quand même un côté lumineux, il y a aussi beaucoup de touches d'humour, il y a d'autres moments où ce livre m'aura fait sourire et même rire. Vraiment, c'est comme je vous disais des montagnes russes, c'est beaucoup d'émotions, c'est un livre qui ne peut pas laisser indifférent. On a beaucoup de références notamment à Harry Potter, et il y a un petit passage où le père de Star va se faire une petite analyse d'Harry Potter à sa sauce. J'ai beaucoup aimé et en lisant le livre je me suis dit bah ouais, on peut peut-être voir Harry Potter de ce sens-là, j'ai trouvé que c'était super intéressant. On a aussi beaucoup de références au Prince de Bel-Air. Je ne sais plus si c'est un film, une série, les deux, je n'ai jamais vu. Je sais, mais ça m'a donné très envie de découvrir et j'aime beaucoup aussi quand un livre m'ouvre les portes sur autre chose, me donne envie de découvrir autre chose, peut-être de la musique, un film, une série. Là ça a sa petite place dans le livre et ça a quand même titillé ma curiosité parce que ça reste quand même quelque chose de très connu, j'en suis consciente. Comme je le disais, c'est un livre dont l'adaptation sort au cinéma très bientôt, le 23 janvier il me semble. J'ai vu la bande-annonce et ça promet d'être un film assez fidèle au livre. Je vous recommande quand même bien sûr de lire le livre avant d'aller voir le film, mais ça promet d'être juste top. J'ai hâte de voir l'adaptation. Rien que la bande-annonce, ça m'a donné des frissons, ça m'a rappelé toutes ces émotions, je vous ai dit, que j'ai ressenties pendant ma lecture. Vraiment un livre coup de poing, un livre très fort. En plus de ça, je tiens à souligner que c'est là le premier livre de l'autrice, le premier livre d'Angie Thomas, et elle a une plume tellement unique, tellement forte, tellement percutante. Faut le lire pour comprendre, faut le lire pour savoir. Une chose est sûre, je souhaite qu'elle continue dans l'écriture, je souhaite qu'elle écrive d'autres livres et je lirai avec plaisir tous les autres livres qu'elle peut sortir sans rien en savoir sur le sujet, sur l'histoire ou quoi. Je lui fais confiance. J'ai hâte de retrouver sa plume, j'ai hâte de retrouver son style et d'être d'autres personnages tout aussi attachants que ceux-ci qu'elle saura créer dans d'autres livres, je l'espère en tous les cas. Je voudrais parler assez rapidement de la lecture en VO de ce livre. Comme je vous disais, j'ai été très contente de le lire en anglais parce que je pense que ça a apporté un petit plus et je pense que ça a apporté notamment encore plus d'immersion parce que l'autrice va écrire un petit peu par moment en argot, si je puis dire. C'est vraiment un langage très spécifique. Au niveau de l'écriture aussi, on a beaucoup de mots écrits en abrégé ou de mots écrits peut-être un petit peu comme je le disais dans Val Gelbert, avec une orthographe qui fait que quand on le lit, on l'entend avec un certain accent et je pense que ça fait notamment partie des choses qui se perdent en traduction. Bien sûr, c'est pas le livre que je vous recommanderais si vous commencez à lire en anglais, si vous commencez à lire en VO, faut quand même un bon niveau d'anglais, faut un petit temps d'adaptation, mais c'est vraiment quelque chose en plus, c'est vraiment une expérience de lecture différente en anglais je pense, donc je ne peux que chaudement, vivement vous recommander de lire ce livre déjà, ça c'est sûr et certain, de le faire lire, de le faire découvrir un petit peu partout autour de vous, mais si vous le pouvez, de découvrir en VO. On termine cette update lecture avec le dernier livre que j'ai terminé, un tout petit livre, et ce livre c'est donc Les Humeurs Insolubles de Paolo Giordano, paru ici aux éditions Point. Je vous ai parlé assez rapidement de ce livre dans la vidéo In My Library Bag puisque c'est un emprunt médiathèque. J'en savais pas grand chose si ce n'est que le sujet principal de ce petit roman semblait être le deuil, que ça avait l'air plein de poésie, plein de métaphores. En tous les cas c'est simplement ce que j'avais pu en deviner au vu de la 4e de couverture que je vous lis tout de suite. Madame A nous a quittés. Celle qui nous avait maternés comme des enfants avec Nora, qui avait chéri notre fils Emmanuel comme le sien, a préféré affronter seule le cancer qui la ronge. Sans elle, les métastases se développent sous nos lits. Nous voilà perdus, en proie à nos humeurs égoïstes. Nous a-t-elle laissé assez de force et d'amour pour rester une famille?
Voilà, c'est tout simplement tout ce que j'en savais de ce livre. Donc bien évidemment, comme vous l'avez vu au vu de la 4e de couverture, je me disais que c'est un livre qui allait quand même traiter principalement du deuil. Et c'est vrai que le deuil a une place importante dans ce livre. Un livre, je tiens quand même à le dire, qui fait seulement 128 pages. Mais pareil, hein, en 128 pages, on a des personnages très attachants, on a beaucoup d'émotions et on a beaucoup de sujets abordés aussi. Bien évidemment, le sujet assez central, si je puis dire, ça va quand même rester le deuil. Mais le deuil de quelqu'un qui n'est peut-être pas considéré par les autres comme quelqu'un dont on était très proche. C'est pas quelqu'un de notre famille, c'est pas quelqu'un de notre entourage personnel très proche, puisque là c'était leur employé en l'occurrence. Mais c'est un livre qui nous dit, qui nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on ne partageait pas de lien de sang avec quelqu'un, c'était pas quelqu'un dont on était peut-être très proche personnellement, dont on savait beaucoup de choses sur sa vie, que ça empêche d'avoir du chagrin, que ça empêche de faire un deuil, que ça empêche d'être triste. Et je vous dis que ce livre m'avait l'air très poétique, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de métaphores qui sont utilisées, mais avec simplicité, l'auteur met vraiment les mots justes et dit beaucoup de vérité. C'est un livre qui m'a énormément touchée, mais comme je vous disais, c'est un livre qui parle de beaucoup de sujets et pas simplement du deuil. On va aussi parler de la famille, on va aussi parler de la vie conjugale, on va parler de l'enfance, on va parler de l'éducation, vraiment beaucoup de sujets, encore une fois, qui sont tous assez bien abordés, j'ai trouvé, qui sont tous un petit peu plus ou moins creusés, mais il n'y en a aucun qui reste vraiment en surface. Tout ça dans simplement 128 pages. Un livre qui m'a fait vivre aussi beaucoup d'émotions. Un livre, encore une fois, on pourrait croire au vu visuel, on se dit c'est un livre qui est quand même super sombre. Non, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de lumière qui ressortait de cette lecture, beaucoup de vérité aussi, comme je vous disais. Et je pense notamment aux dernières pages et surtout au dernier chapitre. C'est un flash, c'est quelque chose de très simple, c'est un petit moment, mais c'était juste tellement fort que j'ai terminé ce livre avec les larmes qui coulaient sur les joues, et rien que de vous en reparler là, ça me rappelle ces derniers mots, ça me rappelle ces dernières pages qui m'ont juste complètement chamboulée. C'était juste un très beau livre, une très belle découverte. J'avais jamais entendu parler de cet auteur. Il y a d'autres livres de Paolo Giordano à la médiathèque, il en a pas écrit beaucoup, et il me semble d'ailleurs que quelques-uns de ses livres ont reçu des prix. Et bien sûr, je pense que vous allez revoir Paolo Giordano plus ou moins prochainement sur la chaîne, parce que c'est sûr, je vais lire d'autres de ses livres. Ça a été vraiment une petite pépite, un petit bijou, un livre dont je ne savais encore une fois rien du tout. Très belle découverte, je ne peux bien sûr que vous le recommander. Après, c'est pas un énorme coup de cœur, il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, qui font que je lui ai peut-être pas mis un 19 ou un 20 sur 20 sur Livre Addict. La première des choses, c'est que je m'attendais à un récit vraiment chronologique avec un fil rouge. On part d'un point A, peut-être Madame A apprend sa maladie jusqu'à un certain point B. On a des retours en arrière, on passe au présent, on repart en arrière. Je pense qu'il faut plutôt le voir un petit peu comme des extraits de vie, des petits moments un petit peu flash. Ça demande une petite adaptation parce que c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais personnellement. Et c'est vrai que je suis habituée à des récits peut-être assez linéaires, ça m'aurait peut-être un petit peu plus plu pour cette histoire, mais finalement il est très bien, il est très beau comme ça aussi. Et le dernier petit bémol, c'est quelque chose encore une fois de complètement personnel, de complètement subjectif, c'est qu'il y a certains propos, peut-être juste une ou deux fois, que va tenir notre personnage principal. J'étais pas toujours forcément d'accord avec ce qu'il disait. Bref, vous l'aurez compris, Les humeurs insolubles de Paolo Giordano, une petite pépite que je ne peux bien évidemment aussi que vous recommander chaudement et vivement. Il y a deux petites citations qui m'avaient beaucoup touchée dans ce livre que j'ai noté, donc si vous voulez, je vous les lis tout de suite avant de terminer cette vidéo. La mort ne nous fait grâce d'aucune faute, pas même de la plus mince, d'aucune lacune, pas même de la plus innocente. Les temps que nous vivons ne sont graves et compromis qu'à nos yeux, ainsi que ceux de Renato l'étaient aux siens, parce que nous sommes influençables et que chaque époque renferme l'arrogante prétention de la catastrophe. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!